Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce 175e briefing. Voilà, donc en format réduit aujourd'hui. À défaut de la quantité, vous aurez la qualité. Et donc Arnaud et Pavel sont en France, différentes réunions, congrès, toutes sortes de choses, donc pour porter la bonne parole comme toujours. Et donc la lourde tâche va revenir aujourd'hui à Igor de prendre en main à la fois tout ce qui est politique intérieure, politique étrangère, économie, toutes ces choses-là. Avant toute chose, je veux vous prévenir que du fait que nous avons le 9, notre Assemblée générale, donc encore une fois, j'invite tous les adhérents à se rendre à cette Assemblée générale ou à donner leur procuration pour que le quorum soit atteint, c'est important pour la vie de l'association. Mais donc, du coup, du fait que cette AG sera le 9, nous ne pourrons pas faire notre briefing à sa date habituelle, puisque c'est un jeudi. Donc, nous allons faire le briefing le 9, qui est un mercredi, donc la veille. Donc, notez bien d'ores et déjà sur vos tablettes, briefing le mercredi 8 novembre. Voilà, et je vous le retirerai à la fin, et ce sera marqué encore une fois, et nous communiquerons encore. Mais je compte sur votre présence, bien entendu. Voilà, Igor. C'est à toi. Merci Président, bonjour à tous. Alors, je vais commencer dans l'ordre du déroulé habituel avec les parties que d'ordinaire Arnaud analyse. Alors, je vais commencer par l'économie avec les déclarations du secrétaire du Conseil de sécurité, M. Nikolai Patrouchev, qui a déclaré mardi, je cite, que les importations parallèles avaient rempli leur rôle dans la stabilisation de l'économie, fin de citation, et que selon lui, les entreprises russes comptent encore beaucoup trop sur les solutions d'importation et ne considèrent pas assez les ressources nationales et les solutions fournies par leurs propres industries du pays. Et d'ajouter, je le cite, hein, à l'avenir, le recours aux importations parallèles devrait être justifié. Alors ça porte un nom qu'on a bien connu depuis 2014, qui est la substitution aux importations, hein, notamment, c'est-à-dire l'idée de localiser finalement le savoir-faire, la production, etc., pour proposer des solutions made in Russia. C'est le premier élément. Et deuxième élément, M. Patrouchev s'occupe des questions de sécurité, des questions de sécurité dure, hein, comme on dit. Finalement, quel est son impact ou son poids sur les orientations économiques, grandes orientations économiques. Là, on parle quand même des importations parallèles, qui sont un sujet évidemment assez sensible. Ça, il faudra le mesurer, parce qu'en général, c'est des sujets qui touchent plusieurs structures, évidemment le ministère de l'économie, le Minpромtorg, etc., les douanes, etc. Mais ce qu'on a quand même constaté, c'est que ces dernières années, d'une manière générale, le Conseil de sécurité de la Fédération a acquis un poids grandissant, accru sur non seulement les questions politiques étrangères et de sécurité, qui sont un petit peu son domaine réservé, mais aussi sur les questions de politique intérieure, avec de plus en plus d'influence sur les débats, les orientations de politique intérieure, et donc y compris économique. Donc, ce que je veux dire par là, ne pas sous-estimer évidemment ces déclarations-là, du fait que d'ordinaire, le Conseil de sécurité de la Fédération s'occupe plutôt des questions de sécurité extérieure et autres. Deuxième information, c'est le Premier ministre, M. Michoustine, qui a indiqué mardi que la croissance de l'économie russe s'était établie à 5% en septembre et que sur les 9 premiers mois de l'année 2023, elle s'établit à 2,8%. D'après le ministère du Développement économique, la croissance russe cette année devrait tourner autour de 2,8%. Je rappelle que le FMI, on en avait parlé ici même il y a quelques semaines, avait rehaussé ses prévisions de croissance pour la Russie en les portant à 2,5%. La Banque mondiale avait fait globalement la même chose et que ces prévisions ont donc été ajustées au fil de l'eau au cours de l'année à la hausse. On sait qu'il y a un consensus pour dire que cette année, l'économie russe devrait connaître une croissance entre 2,5 et 3%. Bon, là, visiblement, on est sur du 2,8%. Le taux de change du rouble, qui est passé pour la première fois depuis le 1er août sous la barre des 92 roubles pour 1 dollar mercredi, en s'établissant à 91,89 roubles pour 1 dollar. Je ne suis pas allé voir où il en est actuellement. Je pense que ça doit graviter à peu près toujours dans les mêmes diapasons. Et enfin, la Banque centrale de Russie, qui vendredi dernier a augmenté son taux directeur de 200 points de base en le passant de 13 à 15%. Donc,
gros serrage de vis quand même. D'après Madame Nabioulina, la gouverneure de la Banque centrale, il ne faut pas attendre de réduction, de rabaissement de ce taux de directeur avant 2024, et sous réserve que l'inflation, évidemment, soit stabilisée, puisque l'inflation, c'est véritablement l'indicateur clé pour la Banque centrale pour ajuster sa politique, notamment monétaire, et le taux directeur. Alors, bon, évidemment, ce que regardent le plus les gens, hein, ce qui est le plus, je dirais, parlant pour les gens, c'est l'inflation, parce que tout le monde la sent tous les jours, hein, en faisant ses courses, en consommant, etc. Et évidemment, à ce titre-là, le taux de change dollar-rouble importe moins aujourd'hui qu'il n'importait il y a quelques temps encore, puisque finalement la question des devises est devenue un petit peu secondaire, une fois de plus, pour la majorité des gens qui ne raisonnent plus forcément par rapport à combien s'échange le rouble face au dollar ou le rouble face à l'euro. Il y a quelques années, c'était un élément que les gens regardaient, parce qu'il y avait des bureaux de change régulièrement dans la rue, on voyait des devises qui étaient, des taux de change qui étaient annoncés. Alors là, on pouvait mesurer pratiquement tous les jours, tiens, il a augmenté, il a baissé, qu'est-ce que ça veut dire. Aujourd'hui, finalement, tout ça, ça s'est passé un peu au second plan, sauf quand le taux de change dévisse. Quand il dévisse vraiment, qu'on va sur les 100, 110, etc. Là, ça devient un facteur anxiogène. Et donc, évidemment, ça, c'est des choses que les autorités cherchent à contrôler. Je passe à la politique intérieure avec des nouvelles plutôt autour de la démographie, avec un premier sujet qui nous emmène vers Vorkuta, qui est donc risque de perdre son statut d'arrondissement urbain du fait d'une densité de population trop faible, moins de 3000 habitants au kilomètre carré, avec un seuil minimal fixé au niveau fédéral à 8540 habitants au kilomètre carré. On est pratiquement 3 fois en dessous, hein, et ce qui fait que Vorkuta devrait devenir un arrondissement municipal, donc être quelque part dégradé en termes de hiérarchie urbaine, si vous voulez, et ce qui ferait que ce serait la cinquième ville de la République des Komis, un des sujets de la fédération, hein, qui se verrait rétrogradé, je dirais, en termes de circonscription, enfin donc voilà, de hiérarchie urbaine. Et il ne resterait plus finalement qu'une seule municipalité à conserver ce titre d'arrondissement urbain, qui serait la ville de Syktyvkar. Pour prolonger sur la démographie, le gouverneur de la région de Tambov, M. Yegorov, a déposé devant l'Assemblée législative régionale une proposition de loi visant à interdire l'incitation à l'avortement. En cas d'adoption de cette loi, eh bien, la région de Tambov serait le deuxième sujet de la fédération après la Mordovie à adopter des sanctions contre l'avortement ou des sujets qui s'y raccrochent, hein, donc les politiques de prévention, les politiques de sensibilisation, etc. Là, évidemment, on est en plein dans le sujet de la démographie. C'est un thème qu'on aborde ici régulièrement. Arnaud en a parlé, je crois, la semaine dernière, où il y a une quinzaine de jours. Et donc, je pense que vu que c'est un sujet d'ampleur fédérale et que c'est un défi de premier ordre, évidemment, hein, il y a eu des politiques par le passé incitatives pour que les gens, enfin, pour faire des enfants, hein, on n'a pas eu du capital maternel, mais il y a eu d'autres choses. Et bien là, maintenant, il faut s'attendre à ce que finalement, au niveau régional, les autorités régionales s'emparent de ce sujet-là, avec soit des politiques incitatives, soit à contrario, des politiques plutôt répressives, hein, suivant le sujet. L'idée étant, à leur échelle, bon, d'essayer de faire bouger les choses de leur point de vue, mais aussi ne pas oublier l'agenda politique et de marquer des points à l'égard du centre fédéral, puisque c'est un sujet qui devient sensible et qui est important pour l'avenir du pays. Et donc, pour les gouverneurs et les gouvernements régionaux, il est important aussi de montrer, voilà, à l'échelle du centre fédéral, qu'on essaie de faire des choses dans la région, etc., etc. J'en viens à chapitre diplomatique, et je vais commencer par les nouvelles des relations entre les États-Unis et l'Ukraine, un petit peu traditionnelles, puisque un nouveau, comme vous le savez certainement, un nouveau porte-parole de la Chambre des représentants a été élu. Il s'agit du républicain Mike Johnson, qui a accordé une interview à Fox News jeudi dernier, dans laquelle il a déclaré, je cite, qu'on ne peut pas laisser Poutine gagner en Ukraine, car il ne s'arrêtera pas là, et que cela encouragera et galvanisera probablement la Chine. Fin de citation. Donc il s'est dit favorable à envoyer de l'assistance à Kiev, sous réserve qu'elle soit séparée de celle réservée à Israël, puisque pour M. Johnson, celle réservée à Israël dans le contexte que chacun connaît est, selon lui, prioritaire à celle qui doit être prévue pour l'Ukraine. Alors, sur le profil du monsieur, euh, pour rappel, hein, il a voté, M. Johnson, avant de devenir donc porte-parole de la Chambre des représentants, mais étant néanmoins élu, a voté contre une enveloppe de 300 millions de dollars d'assistance sécuritaire pour Kiev en septembre, et a voté contre
l'Additional Ukraine Supplemental Appropriation Act 2022 qui prévoyait 40 milliards de dollars d'aide pour l'Ukraine. Donc, les paroles, les actes, hein, comme toujours. Maintenant, il occupe des fonctions évidemment un peu plus, peut-être un peu plus importantes, et on sait que le sujet ukrainien avait eu la tête du prédécesseur de M. Mike Johnson. Par conséquent, à suivre, puisque je rappelle que le budget fédéral 2024 aux États-Unis doit être bouclé d'ici le 17 novembre, c'est-à-dire dans environ 15 jours. Au niveau de l'aide militaire, les Américains ont octroyé un nouveau paquet d'aide d'un montant de 150 millions de dollars. Donc là, ils sont en train de défalquer la ligne budgétaire précédente, hein, celle de 2000, celle de 2023 en fait, hein. On sait qu'à la fin du mois d'août, il devait rester pas loin de 6 milliards de dollars dessus, environ 6 milliards de dollars. Bon, entre-temps, il y a déjà eu 200 millions, plus 350 millions, plus 150 millions. Enfin, il reste encore, je dirais, de l'argent, mais on voit des volumes quand même qui ont tendance à diminuer avec le temps. Sur le matériel, pas vraiment de surprise, hein. Ce sont des systèmes de défense antiaérienne, des missiles solaires courte portée comme Stingers, des missiles pour les systèmes HIMARS, des obus d'artillerie et j'en passe. Mais donc le tout pour un volume de 150 millions, qui est probablement l'enveloppe la plus, enfin le volume le plus bas constaté depuis le printemps, je dirais, hein. L'Union européenne s'est réunie en sommet le 27 octobre. La plupart des chefs d'État et de gouvernement européens se sont prononcés en faveur d'un soutien financier accru à Kiev, à l'exception, sans surprise, de la Hongrie et de la Slovaquie qui ont fait part de leurs réserves, alors que l'Union européenne doit statuer à l'unanimité, règle de l'unanimité, sur le sujet en décembre. Donc, quelque part, c'est une espèce de réunion, un sommet régulier, comme il y en a régulièrement, mais en plus, on préparait déjà les prises de décision pour décembre. Monsieur Orban a notamment déclaré que la stratégie des Européens, selon lui, hein, à l'égard du conflit avait échoué et qu'il fallait désormais songer à un plan B. Et de son côté, le nouveau Premier ministre slovaque, Monsieur Robert Fico, dont j'ai parlé ici il y a quelque temps, a prévenu que son gouvernement ne voterait ni en faveur d'une nouvelle aide à l'Ukraine, ni pour de nouvelles sanctions contre la Russie, sans une évaluation préalable de leur impact sur la Slovaquie. Donc, bon, on sait qu'il y aura du marchandage, qu'il y aura des discussions. In fine, s'il y a des sanctions, elles seront certainement votées. Enfin, on peut émettre l'hypothèse, hein. Mais ils vont probablement vendre cher leur voix au vote en essayant d'obtenir de la part de Bruxelles peut-être des enveloppes supplémentaires, des dotations budgétaires supplémentaires sur certaines choses, ou qu'on soit moins regardant sur leur politique intérieure en matière de, je sais pas, de justice, de ce qu'on veut, etc., de valeur. Bruxelles, juste à cet égard, envisage d'adopter de nouvelles sanctions contre Moscou qui porteraient sur les exportations de machines à souder, de produits chimiques et d'autres technologies considérées comme à usage dual. L'ensemble de ces domaines, hein, l'ensemble de ces domaines totalise environ 5,3 milliards de dollars d'échanges entre l'Union européenne et la Russie, et donc 5,3 milliards d'échanges qui sont susceptibles de tomber désormais dans le périmètre des sanctions. Sur le front diplomatique, il y a eu une réunion à Malte les 28 et les 29 octobre dernier, des responsables de la sécurité nationale et des diplomates d'une soixantaine de pays qui ont discuté de la formule pour la paix proposée par l'Ukraine. J'en ai déjà parlé ici, je ne reviens pas dessus. Un document qui a été mis en avant par le président Zelensky, président ukrainien Zelensky, il y a bientôt un an et qui depuis a été retravaillé, a été réajusté, hein. Parmi les participants se trouvaient des représentants du pays du G7, évidemment, mais aussi le Qatar, l'Afrique du Sud, l'Inde, la Turquie, l'Arménie, le Brésil et le Chili, mais pas la Chine, qui a boudé la réunion, et évidemment pas la Russie, qui n'était pas invitée. Je rappelle que des formats de réunions similaires se sont tenus à Copenhague le 24 juin dernier, j'en avais parlé, hein. On l'a appris après coup, c'est-à-dire au moment de la réunion et dans, j'allais dire, les jours précédents de la réunion, c'était quelque chose qui était tenu, je dirais, secret, ou en tout cas discret. Et à Jeddah, en Arabie Saoudite, le 6 août, là aussi, j'avais livré une analyse un petit peu de ces réunions. Alors, les BRICS étaient bien représentés à Copenhague. Pékin avait envoyé un émissaire à Jeddah. Souvenez-vous, il y avait un peu un suspense pour savoir si les Chinois enverraient ou pas quelqu'un en Arabie Saoudite. Ils l'ont fait. Tout comme l'Égypte et les Émirats arabes unis qui étaient représentés également à Jeddah. Bon, pays de la région en quelque sorte, hein. Mais Chine, Égypte et Émirats arabes unis n'ont envoyé cette fois-ci personne à Malte pour cette réunion pour discuter de la formule
pour la paix. On va parler un petit peu de gaz avec de gaz naturel avec l'opérateur énergétique autrichien E-Control qui a appelé à la poursuite des livraisons de gaz russes via le système de gazoduc qui traverse le territoire ukrainien, sous réserve que ce système soit opérationnel. Cette déclaration, en fait, a été provoquée par une autre déclaration, celle de l'opérateur énergétique ukrainien, Naftogaz, qui envisage d'interrompre l'accord de transit gazier entre la Russie et l'Union européenne après 2024. Vienne a précisé l'Autriche souhaitait diminuer sa dépendance à l'égard du gaz russe, mais qu'elle ne souhaitait pas pour autant compromettre la stabilité de son économie par des décisions trop rapides. Pour vous donner une idée d'ordre de grandeur, hein, en août 2023, le gaz russe représentait 43% des importations gazières autrichiennes, ce qui est beaucoup, mais ce qui est en nette diminution par rapport à février 2022, on n'était pas loin des 80% de gaz russe dans les importations gazières autrichiennes. Donc il reste quand même beaucoup de gaz. Enfin, c'était divisé par deux. Mais évidemment, les Autrichiens ne peuvent pas du jour au lendemain couper les approvisionnements et même si jamais les situations ne sont pas les mêmes, suivre quelque part un peu le scénario de l'Allemagne. Enfin, une nouvelle sur la Finlande et les États-Unis, puisque Helsinki et Washington sont proches de la signature d'un accord de défense, un document qui fixera les modalités de la présence de l'armée américaine sur le sol finlandais. Alors, pour ce qu'on en sait, d'après les indiscrétions de la presse finlandaise, aucun déploiement permanent ne serait prévu par le texte. En revanche, des aérodromes, des bases militaires, des ports seraient mis à disposition des États-Unis par la Finlande, qui est devenue, je rappelle, le 31e membre de l'OTAN en avril dernier. Donc on ne sait pas encore concrètement sur quoi va porter cet accord, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut s'attendre de manière assez logique, j'allais dire, à un accroissement de la présence américaine sur le sol finlandais dans les mois qui viennent, et a fortiori les années qui viennent. Voilà, Gilles, ce que je pouvais dire pour cette semaine. Merci beaucoup, c'était très riche comme toujours. Alors, on a un certain nombre de questions. Euh, Par exemple, pour l'avortement, dans des questions, est-ce qu'il y a une dimension, parce que il semblerait que ce soit essentiellement pour des raisons démographiques, mais est-ce qu'il n'y a pas une dimension morale ou religieuse un peu à l'américaine dans cette attaque du droit à l'avortement? C'est possible, mais je suis pas certain que ce soit la première motivation. Après, il faudrait regarder, par exemple, pour la Mordovie, ce qui s'est passé, quelles ont été les personnes qui ont poussé les projets de loi, là pour la région de Tambov de même. Mais ce qui est certain, c'est que si cette décision est prise, et peut-être d'autres qui suivront, ça va satisfaire un certain nombre de lobbies qui, évidemment, sont opposés pour des raisons culturelles, pour des raisons religieuses, pour ce que vous voulez, à la pratique de l'avortement. Mais là, il y a évidemment une convergence entre les impératifs, hein, comment dirais-je, considérés comme tels démographiques, hein, euh, et, euh, et, euh, évidemment les convictions religieuses et culturelles des uns et des autres, qui à un moment donné vont se rencontrer pour dire, bon, bah là, il faut qu'on serre la vis sur les politiques de, de prévention, de sensibilisation, etc. Mais on ne peut pas l'écarter, mais faudra regarder au niveau local, finalement, quelles sont un petit peu les forces qui ont poussé ce texte de loi. Merci. Alors, on a beaucoup de questions sur les événements de Marachkala. Euh, comment, comment expliquer cette espèce d'embrasement? Bon, on voit assez que c'est lié, bien sûr, à la question palestinienne, mais enfin, ça semble tout de même un peu fort. Comment expliquer l'absence de réaction rapide des autorités? Est-ce que c'est pas une sorte d'aveu de faiblesse sur la façon dont on tient le territoire ou pas? Euh, et plus globalement, en élargissant la question, où en est-on de l'antisémitisme en Russie? Parce que bon, on se rappelle des centuries noires, on se rappelle du complot des blouses blanches, enfin, il y a quand même une riche histoire d'antisémitisme en Union soviétique, en Russie, en Union soviétique et même dans la Nouvelle-Russie. Donc, est-ce que tu as une idée là-dessus? De quoi ces événements sont-ils le nom? Alors, sur Marachka, dont tout le monde parle parce qu'on a vu des images, c'était impressionnant, hein, cette foule dans le hall de l'aéroport, sur autour des avions, sur la piste, etc. Il faut savoir qu'il y a eu un autre événement avant, toujours au Daghestan, qui est passé un peu plus inaperçu parce que moins spectaculaire, mais qui a néanmoins été relié sur les réseaux sociaux. C'est ce qui s'est passé à Khasavyurt, hein, donc la petite ville du Daghestan qui est pas très loin de la frontière du district, hein.
où là aussi, pour les mêmes raisons, hein, une foule s'est rassemblée un soir au pied d'un hôtel, sous prétexte que dans cet hôtel, il y avait des rapatriés d'Israël, des juifs russes qui s'étaient retrouvés là. Alors, comme j'ai pas regardé de très près, je peux même pas vous dire si in fine il y en avait vraiment ou pas. Je crois qu'en plus il n'était pas dans cet hôtel. Mais pourquoi c'est important de le préciser? Ce qui veut dire qu'il y a une dimension importante qui est celle du rôle qu'ont joué les réseaux sociaux dans la dynamique des événements. Puisque c'est un territoire où les gens utilisent beaucoup, bah, enfin comme ici, hein, et là-bas, alors j'ai jamais été au Daghestan, donc je peux pas vous donner d'expérience concrète de visu que j'aurais pu avoir, mais que les gens quand même utilisent beaucoup les réseaux sociaux, sont connectés pour à peu près tout et n'importe quoi, ils ont des groupes de chat, etc. Et donc tout ceci finalement a permis de catalyser les événements qu'on a vus. Et donc il y a eu cet incident à Khassavurt, et ensuite il y a eu le gros événement à Makhatchkala. Alors sur les flottements au niveau fédéral, je pense que d'abord il y a de l'embarras, parce que évidemment ça fait du désordre, hein. Il y a de l'embarras, c'est pas forcément quelque chose qui aurait été souhaitable, y compris du point de vue de la politique étrangère, puisque même si le Hamas a été reçu à Moscou, même si les Iraniens ont été reçus encore une fois à Moscou, que ça ne plaît pas en Israël, je ne pense pas que l'objectif soit de brûler les ponts avec les Israéliens, loin de là. Je pense que les Russes ont tout intérêt à conserver les relations avec les Israéliens. D'ailleurs, l'ambassadeur d'Israël en Russie a expliqué que dans un article aujourd'hui dans un grand journal russe, que les relations avec la Russie étaient normales, mais traversées par des hauts et des bas, mais qu'elles étaient normales. Et évidemment, ce genre d'événement, eh bien, ça fait, c'est quelque chose qui n'est forcément évidemment pas souhaitable. Alors, d'abord, je pense qu'il y a eu la volonté de laisser les autorités locales, régionales de la République gérer cette histoire. Je pense que c'est une publicité dont le chef de la Daghestan se serait bien passé. Maintenant, il faudra voir les retombées derrière. Est-ce que les gens vont être poursuivis en justice? Est-ce que finalement, on va relâcher tout le monde en disant, voilà, recommencez pas, on étouffe un peu tout ça? Bon, mais dire qu'il y a de l'antisémitisme au Daghestan, une fois de plus, j'y ai pas été, c'est une région que je connais très mal, mais j'ai pas le sentiment, de manière parfaitement empirique, hein, qu'on peut dire que c'est soit un sujet caractérisé par de l'antisémitisme. Alors après, à l'échelle du pays, j'ai pas non plus le sentiment que ça soit qu'on puisse comparer les périodes historiques, hein, donc que tu as évoquées, hein. On n'est pas sur les mêmes proportions, c'est loin s'en faut. Je rappelle qu'il y a eu des millions de Russes et de russophones qui sont partis s'installer, enfin des centaines de milliers qui sont partis s'installer en Israël. Je crois qu'aujourd'hui on a environ 1,5 million de russophones en Israël sur une population de 9 millions d'habitants. Ça fait quoi? C'est un tiers. Bon, ça fait une bonne proportion, presque 15%, enfin pour moins de 15%, c'est pas rien. Enfin voilà, c'est une histoire qui est évidemment compliquée, qui est douloureuse, qui est complexe, mais de là à dire tout de suite qu'il y a l'explosion de l'antisémitisme, je serais prudent, je me garderai d'émettre ces idées. Oui, parce que semblait justement que Poutine en particulier, le président Poutine, était enfin, au départ très attentif à l'équilibre dans le sujet religieux. C'est-à-dire que, bien entendu, il y a cette première place donnée à l'orthodoxie, mais il y a toujours une place accordée à l'islam du fait justement des républiques comme ça. Et je pense que le, le judaïsme était aussi inclus là-dedans. Donc, je Ouais. pense qu'il y avait beaucoup de prudence là-dedans et je pense qu'on ne va pas voir ça du meilleur œil, en tout cas, Non. certainement. Voilà. D'ailleurs, une question qui venait, que tu en as parlé un peu, Israël pourrait-il devenir un pays inamical? Moi, j'y crois pas. Pas de plus, hein, ils ont pas intérêt. Là, il y a évidemment une phase, si vous voulez, qui est très, très vive, très émotionnelle, enfin, il y a ce qui se passe à Gaza avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit pratiquement tous les jours. Il y a des positions de chaque pays à l'égard de ce qui se passe, de comment qualifier les événements, de avec qui on parle, etc. Donc, à mon avis, au-delà de ça, ils n'ont pas intérêt à couper les ponts et voilà, et à s'antagoniser. Moi, je pense pas. À vrai dire, je pense pas. On sait par rapport au conflit en Ukraine, la position d'Israël était irritée parfois les dirigeants russes parce que
Voilà, les Israéliens, quand même, comme je l'avais déjà dit, hein, avaient plutôt une position à sympathiser avec les Ukrainiens. Bon, même s'ils se sont retenus de fournir du matériel, en tout cas officiellement, à l'Ukraine, mais n'en demeure pas. Mais je pense pas que ça puisse aller jusqu'à voilà, regrouper les Israéliens avec la liste des pays amicaux que nous connaissons. Et en revanche, la radicalisation d'Erdogan par rapport à Israël ne Ouais. peut pas conduire Israël justement à être plus actif en fournissant des armes à l'Ukraine, ou choses comme ça. Bah, non, enfin non, je vois pas trop comment ça pourrait en réalité s'emboîter quelque part cette mécanique. Non, non, Erdogan, lui, comme je l'avais expliqué il y a 15 jours ou 3 semaines, je sais plus, enfin, il y a un retour, si vous voulez, pratiquement, on va dire 10 ans en arrière, mais il y a une régression dans les relations entre les deux pays qui ont mis 10 ans pratiquement à se remettre de l'épisode du Mavi Marmara, et là, on est en train de revenir finalement un peu, pratiquement 10 ans en arrière, progressivement, en tout cas si ça continue. Mais vous avez un certain nombre de pays de la région qui rappellent leurs ambassadeurs en Israël. La Jordanie, par exemple, a rappelé qui est voisin d'Israël, comme chacun le sait, a rappelé pour consultation son ambassadeur dans l'État hébreu, et le Bahreïn, aujourd'hui, a indiqué qu'il rappelait son ambassadeur également. Donc il y a des choses qui se passent. Bon, dire que ce qui se passe à Gaza, etc., pourrait déboucher sur des livraisons d'armes israéliennes pour l'Ukraine, je sais pas. Pour l'instant, ces armes, je crois comprendre qu'ils en ont besoin pour faire ce qu'ils veulent faire ou comptent faire à Gaza et peut-être demain au sud Liban ou ailleurs, j'en sais rien. Si jamais il y a une escalade dans la région avec les Iraniens qui décident de s'y mettre en sous-main, évidemment, avec le Hezbollah, si jamais, vous voyez, ils auront à mon avis autre chose à faire que penser à combien on va livrer d'obus à l'Ukraine, quel drone, quel truc. À mon avis, d'abord, l'idée, c'est de se sortir de cette situation qui embrase le Proche-Orient pour l'instant. Tout à fait. Alors, on n'a plus beaucoup de questions. On va finir sur une question économique. Si la politique actuelle de renforcement du rouble ne fonctionne pas, quelle solution a le gouvernement russe? Alors ça, c'est une bonne question. Pour l'instant, il y en a une qui a été mise sur la table, et je crois qu'on en avait parlé ici il y a un mois de ça, qui consiste en fait à jouer sur les ventes de devises, hein. Alors, les devises, principalement, c'est plus de l'euro et du dollar, on va dire tout à fait marginal, mais c'est du yuan, et que les entreprises qui finalement rentrent des devises sont obligées légalement d'en vendre une partie sur les marchés pour acheter du rouble et soutenir bon, le rouble. Alors, c'est quelque chose qui avait été fait l'an dernier, où c'était, je crois, à hauteur de 80% ce qu'à la rentrée qui devait être remis sur le marché pour acheter du rouble, puis ça avait été baissé à 50, ça avait été annulé. Là, je crois comprendre que cette disposition a été remise depuis le mois dernier, sans que je ne peux pas vous dire aujourd'hui selon avec quel plafond. Est-ce que c'est 50, est-ce que c'est 60, est-ce que c'est 40, je sais pas. Mais ils peuvent jouer évidemment là-dessus. Euh, Voilà, pour l'instant, c'est la seule que je vois parce qu'elle a été expérimentée et manifestement elle a porté ses fruits, hein. Donc probablement qu'elle sera de nouveau, d'ailleurs elle est déjà, mais est-ce qu'ils peuvent rehausser le plafond? Ça, probablement que oui. Pour le reste, pour l'instant, je ne sais pas. Merci. Bah, écoute, merci de tous ces éclairages passionnants comme toujours. Donc, on va clore ici ce 175e briefing en vous rappelant donc que le prochain briefing ne sera pas jeudi, mais mercredi, donc le 8 novembre, puisque nous avons notre Assemblée générale le 9 novembre. Voilà, bonne soirée à tous. Comme toujours, la CCI France-Russie se tient à vos côtés. Tenez bon.